confirmer un néphroblastome chez un enfant. C'est hyper important parce que cela vous fait rentrer dans un syndrome génétique qu'il faudrait caractériser et éventuellement, après tout cela, orienter l'enfant vers une station de suivi génétique pour éventuellement des conseils génétiques et éviter des risques ultérieurs pour la future famille. Donc, c'est hyper important ces formes associées. Alors, le diagnostic, bon, vous avez choisi la forme signe, c'est bien, mais à partir du moment où vous parlez du diagnostic dans la forme signe, il faut éviter de faire la répétition. Ici, vous faites un résumé. Cela peut se faire sur une seule diapositive. Donc, tout le contenu que vous avez mis dans la partie diagnostic à partir du grand 3, vous le copiez et vous le collez dans la première partie. Donc, la description que vous avez faite, elle est adaptée à la première partie. Par exemple, vous dites comment est-ce que vous allez examiner l'enfant, quelles sont les conditions pour palper correctement, etc., etc. Et maintenant, à partir du moment où vous êtes au chapitre diagnostic, vous faites une photographie. Je ne sais pas comment vous l'expliquer. C'est comme si vous faites une synthèse, en fait. Vous dites, c'est cet enfant qui présente, en fonction de ce que vous avez comme circonstance de découverte, hein, soit c'était une hématurie, c'était une découverte par les parents, ou bien une douleur, ou bien une masse. Vous donnez un élément au moins anamnestique, vous donnez un élément de diagnostic, soit de l'inspection, soit de palpation. Ensuite, vous donnez un élément d'imagerie et vous donnez la confirmation si vous avez l'histologie. Si vous n'avez pas l'histologie, vous dites la confirmation sera apportée par l'histologie. Mais vraiment résumé. En général, c'est résumé de signes, diagnostic, les deux parties. Vous donnez les signes qui vous ont orienté et vous donnez les éléments de paraclinique qui vous ont permis de confirmer. Et maintenant, vous passez au reste. Alors, la classification histologique, vous voyez ici dans le néphroblastome, la classification, elle vient après l'intervention chirurgicale. C'est la vraie classification, c'est elle qui vous donne le type d'histologie, mais vous pouvez, en forme de grade, en forme de métastase, donner une idée de ce que vous pensez être votre patient. Après avoir fait l'examen physique, après avoir fait le diagnostic d'extension, vous êtes en droit de dire est-ce que mon enfant est dans un bon pronostic ou dans un mauvais pronostic en fonction de ce que j'aurai comme risque. Un bas risque, un risque intermédiaire ou un haut risque, et ceci va conditionner votre attitude thérapeutique. Alors, vous avez parlé du diagnostic d'extension, je vous ai dit il faut le repositionner. Alors, je ne sais pas si vous l'avez dit ou non, je n'avais pas entendu parler, peut-être j'étais un peu distrait. La scintigraphie également peut aider dans le diagnostic d'extension, parce qu'encore une fois, le rein fait partie des organes qui peuvent envoyer des métastases osseuses. Donc, tout à l'heure, je vous avais dit les cancers ostéophiles, c'était le rein, le sein, la thyroïde, les testicules, les ovaires et l'utérus. Donc, vous rajoutez la scintigraphie dans les explorations pour voir est-ce qu'il n'y a pas de métastase osseuse de ce néphroblastome. Alors, la classification CIOP, vous en avez parlé, c'est bien. Alors, le diagnostic différentiel ici, c'est pratiquement tout ce qui concerne les tumeurs abdominales et plus précisément localisé au niveau du rein. Donc, vous reprenez la leçon sur tumeur abdominale, vous prenez tout ce qu'on avait dit sur le rein et les organes de la région rénale et vous les remettez. Il peut s'agir de tumeurs bénignes, il peut s'agir de masses non tumorales. Voilà, donc vous les discutez. Et dans la discussion, n'oubliez pas, quand vous faites un diagnostic différentiel, vous donnez les signes qui se rapportent à la maladie dont vous parlez et vous donnez les éléments de distinction. Par exemple, si vous parlez d'un kyste hydatique, sur le plan clinique, vous pouvez avoir les mêmes éléments, la masse, la douleur abdominale, l'âge, mais sur le plan paraclinique, ce sont des examens parasitologiques que vous allez faire pour vous dire que c'est un kyste hydatique. D'accord? Si vous suspectez une tumeur bénigne, par exemple la tumeur de Bolan, le néphrome, comment ça s'appelle encore? La tumeur de Bolan, la tumeur bénigne du rein. Ici, c'est l'histologie qui vous fait la différence. Autant dans le néphroblastome, vous allez trouver des cellules malignes, mais dans la tumeur de Bolan, ce sont des tumeurs bénignes. Ce sont des cellules bénignes que vous allez trouver. Donc, à chaque fois, vous faites le lien entre ce qui est observé et ce qui fait la différence entre les deux entités.
Le diagnostic étiologique, c'est vrai, donc il faut dire facteur étiologique parce qu'on n'a pas la certitude que ce sont de véritables causes, mais pardon, ce sont des facteurs incriminés, vous le dites et puis après vous passez à la prise en charge. Alors la prise en charge, je ne reviens pas sur ce que vous avez dit. Je crois que vous avez développé en fonction des protocoles, c'est bien. Et ce qui est important ici, c'est cette chimiothérapie néoadjuvante. Alors, quand vous citez les moyens, n'oubliez pas, parce que vous avez donné les effets secondaires dans la surveillance. Hier, je vous ai dit, en général, quand vous citez les moyens, vous mettez la molécule, vous mettez la posologie, vous mettez la voie d'administration, le rythme d'administration, mais vous associez également les effets secondaires. Et c'est la connaissance de ces effets secondaires qui conditionnera votre surveillance. Par exemple, un enfant qui reçoit une molécule avec un risque d'alopécie, lorsque vous allez l'examiner, s'il a un foulard sur la tête, vous lui demandez d'enlever le foulard pour vérifier est-ce qu'il y a l'alopécie qui s'est installée ou pas. D'accord? Donc, c'est la connaissance de ces effets ou ces risques d'effets adverses qui conditionnent votre surveillance. Donc, vous les mettez au niveau des moyens et vous les répétez, mais cette fois-ci sous forme de surveillance. Vous dites l'examen va rechercher tel signe, tel signe, tel signe au cours de la surveillance. D'accord? Et donc là, c'est vraiment l'essentiel, c'est essentiel. Et peut-être avant de... Ce qui fait la particularité, par exemple, chez les filles, c'est essentiellement l'impact ou bien le retentissement de cette chimiothérapie, c'est-à-dire la conséquence. Une fille qui avait des cheveux, qui après perd ses cheveux, avec une alopécie, parfois ça pose problème. Donc, sur les moyens, vous avez cité la psychothérapie, etc. Et donc là, vous faites aussi un petit paragraphe sur cela. Je me rappelle quand on était en oncologie à de Dantec à l'époque, professeur Morera avait même acheté une perruque pour une jeune fille qui venait de la Guinée, qui présentait un ostéosarcome vraiment métastatique, à qui on avait commencé une chimiothérapie. Une fille vraiment qui était très belle, elle avait 7 ans, 8, comme ça, une petite écolière. Et elle était tellement gênée d'avoir perdu ses cheveux et elle ne voulait pas se faire examiner. À chaque fois qu'on venait, elle se cachait, etc. Et finalement, il a fallu lui chercher une perruque pour masquer cette alopécie. Pour vous dire, sur le plan de la prise en charge, c'est tout. Il y a les aspects médicaux, il faut les gérer, mais il y a également les aspects sociaux, les aspects psychosociaux, sociologiques, ce sont des choses qu'il faut également aborder. Alors, les effets secondaires, j'ai dit, oui, il faut les mettre dans les moyens. Et il ne faut pas dire, en l'absence de traitement, l'évolution est mortelle. Il faut dire, l'évolution ne se conçoit que sous traitement. Parce qu'un médecin ne doit pas diagnostiquer une maladie et ne pas la traiter. Donc, l'évolution ne se conçoit que sous traitement. Donc, cette évolution est favorable si le traitement est précoce et bien mené. Cette évolution est défavorable si le traitement est retardé ou bien voilà. Mais ne dites pas, en l'absence de traitement, l'évolution est mortelle. Donc, à partir du moment où on connaît la maladie, il faut la traiter. Et vous avez bien raison également de dire que la surveillance, elle est capitale. Et elle ne s'arrête pas simplement à l'âge pédiatrique. Parce qu'encore une fois, les risques d'infertilité ne se voient pas dans la période pédiatrique. Et ces enfants que nous voyons